Bonjour à tous. Écoutez, je remercie très sincèrement, l'association Argos et puis monsieur Patrice Fradé et madame Éliane Melon de m'avoir proposé, d'intervenir ce matin, sur ces questions de stigmatisation et d'auto-stigmatisation qui effectivement me tiennent à cœur, en tant que psychiatre. Donc je suis désolée, on a un petit souci technique, donc je passerai pas média directement. Patrice Fradé a très gentiment, accepté de s'en charger. Voilà, je vous prie juste de m'excuser s'il y a un léger manque de fluidité dans la présentation. J'ai effectivement intitulé cette présentation «L'autostigmatisation, le symptôme invisible», tout simplement parce que c'est un phénomène, qui est peu connu des patients qui pourtant, portent ce fardeau, depuis plus ou moins longtemps, selon le cheminement de chacun dans la maladie, et aussi peu connu des professionnels de santé, et du coup, on sait que c'est quelque chose qui est très peu abordé, au sein des consultations notamment. J'entendais, Patrice qui parlait tout à l'heure de la métaphore d'un iceberg. L'autostigmatisation est probablement la partie cachée de l'iceberg, avec un manque effectivement de conscience et de connaissances autour de ce phénomène. Alors, il a été décrit, hein, dans la littérature, avec quelques définitions qui ont pu être données par différents auteurs. Corrigan et Watson, hein, notamment, qui se sont beaucoup interrogés et qui ont beaucoup voilà, travaillé sur ces questions, décrivent l'autostigmatisation comme l'internalisation de la stigmatisation publique par des personnes qui appartiennent à un groupe stigmatisé. Alors on le sait, puis je pense que vous en avez largement débattu hier matin, que les gens avec un trouble psychique sont fortement stigmatisés, hein, par la population générale, par les institutions, enfin voilà. Et finalement, le phénomène d'autostigmatisation fait que de manière assez insidieuse, les gens internalisent ces propres stéréotypes et ces propres préjugés. Euh, Avec l'idée finalement, comme le dit Sanson en 2009, hein, que les personnes, voilà, qui souffrent d'un trouble psychique vont intégrer ces attitudes négatives et puis finalement vont même les corroborer et être d'accord et se dire que finalement, bah oui, elles sont effectivement indignes d'être bien traitées à cause de leurs troubles, et que ce qu'on peut penser d'elles, qu'elles seraient dangereuses, qu'elles seraient irresponsables, qu'elles seraient impulsives, imprévisibles, pas fiables, et cetera, bah ça serait tout à fait légitime de penser ça. Et puis avec Stewart et Watson qui vont un petit peu plus loin, en évoquant notamment quelques conséquences, hein, avec une expérience profonde de discrédit et d'isolement social, puisque finalement on ne se sent pas digne d'être bien traité et qu'on se sent un peu en dessous par rapport à d'autres, et ben on a tendance à se mettre en retrait, à se culpabiliser aussi pour une maladie qu'on subit et ben voilà, qu'on n'a absolument pas choisi, à être honteux de cette maladie ou à se sentir inférieur, et puis finalement avec une tendance à vouloir dissimuler ou cacher la maladie dont on souffre. Je pense que hier, vous avez peut-être un petit peu décortiqué les différentes facettes de la stigmatisation publique telles qu'elles sont décrites assez classiquement, hein. Je me permets juste de vous les rappeler. En règle générale, tout commence par des stéréotypes avec des croyances négatives, comme ça, qu'on a au sujet d'un groupe, qui peuvent être véhiculés par beaucoup de choses, les médias notamment, effectivement les institutions, une certaine culture, des croyances. Donc, par exemple, les gens qui souffrent de schizophrénie sont dangereux. Voilà, bon, ça va être un stéréotype faux. Euh, Associé à ce stéréotype, des préjugés vont en découler, avec un accord finalement sur le stéréotype, et puis une réaction émotionnelle. Bah, puisque les gens avec une schizophrénie sont dangereux, bah, je vais en avoir peur. Et puis la conséquence de ces stéréotypes et de ces préjugés, ça va être une discrimination. Bah, puisque finalement j'en ai peur, je tiens ces personnes à l'écart, je ne veux pas les embaucher, je ne veux pas les aider, et je veux surtout rien avoir à faire avec eux. Donc, j'ai donné l'exemple de la schizophrénie et de la dangerosité. Ça peut tout à fait se décliner pour d'autres troubles en fonction des différents stéréotypes qui sont accolés aux troubles. Avec le trouble bipolaire, il y a souvent ces idées d'impulsivité ou voilà, de manque de fiabilité ou d'imprévisibilité. Donc finalement, on a peur ou on ne fait pas confiance, et puis on se détourne des personnes.
L'autostigmatisation, elle se construit, exactement de la même manière avec ces 3 facettes finalement. Avec les stéréotypes, les gens avec un trouble bipolaire peuvent être imprévisibles et bah oui, bah finalement moi qui souffre de trouble bipolaire, je pense que je suis quelqu'un d'imprévisible et puis, bah, comme je suis persuadée d'être imprévisible, je pense que je vaux pas grand-chose parce que je vois pas comment on pourrait me faire confiance. Je vois pas comment, quelqu'un, voilà, pourrait me confier telle ou telle tâche ou comment je serais digne d'intérêt pour telle ou telle personne et puis du coup, j'adopte, quand je m'auto-stigmatise, des comportements d'autodiscrimination où on se limite de soi-même, hein, dans des activités importantes. Je vais pas aller postuler puisque je sais que finalement je suis quelqu'un de pas fiable et pas digne de confiance, donc j'irai pas postuler pour tel ou tel poste. Je vais pas m'engager dans une relation amoureuse avec telle ou telle personne parce que qui voudrait de moi? Enfin, voilà, et on voit comme ça des gens qui renoncent à des choses importantes de leur vie, à construire leur vie en fonction de valeurs, en fonction de projets et encore une fois, pas tellement à cause de la maladie, puisque là, finalement, on parle pas du tout d'une maladie, des symptômes de la maladie et cetera, mais simplement à cause des conséquences sociales et des représentations négatives que la maladie peut engendrer, sur la personne. Là, je vous montre les résultats d'un article qui est paru en 2008 qui date un peu, j'en suis désolée, mais que je trouve malgré tout très intéressant, par rapport à justement ce décalage entre la bonne connaissance que les gens peuvent avoir de la maladie quand ils souffrent d'un trouble psychique et malgré tout les représentations négatives qu'ils ont d'eux-mêmes à travers de cette maladie. Alors, c'est voilà, une recherche qui avait été faite avec des gens qui souffrent de schizophrénie. J'avais pas trouvé l'équivalent pour les gens avec un trouble bipolaire, mais peu importe, finalement, les procédés sont un peu les mêmes. On voit bien que les gens qui ont un trouble de schizophrène ont un bon niveau de connaissance sur la maladie psychique, hein, et souvent supérieur à la population générale. Quand vous voyez un petit peu le graphique, les sujets qui souffrent de schizophrénie sont en bleu et puis les sujets, en population générale sont en violet et puis on avait demandé comme ça aux personnes d'évoquer pour eux ce que c'était que la schizophrénie. Donc, les gens en population générale parlaient beaucoup des symptômes positifs, de tout ce qui était hallucination et cetera. Un peu des symptômes négatifs, hein, la bizarrerie, le retrait social et puis sur d'autres choses qui sont bien plus spécifiques à la schizophrénie, bah, finalement, les gens en population générale n'avaient pas grand-chose à dire, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ces éléments bien plus fins, alors que les gens qui souffraient de schizophrénie avaient effectivement, une connaissance bien plus pointue et bien plus fine, au-delà simplement du vécu hallucinatoire ou du délire qu'on accole très fréquemment à la schizophrénie. Mais malgré tout, quand on demandait, aux gens comment ils se représentaient leur maladie et non pas les connaissances qu'ils avaient de la maladie, bah, les représentations et encore une fois, c'est des représentations négatives, hein, malheureusement qui sont accolées aux troubles psychiques, mais les représentations étaient les mêmes, que ce soit en population générale ou chez les gens avec la schizophrénie, avec notamment, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, hein, mais une des principales représentations négatives est que quelqu'un qui souffre de schizophrénie serait quelqu'un qui serait dangereux. Toutes les études montrent que c'est totalement faux. Mais voilà, donc finalement, indépendamment du niveau de connaissance, les gens parlent de leur maladie au travers, d'une représentation erronée et pas du tout en fonction de leur vécu, de leur expérience ou de leur niveau de connaissance. Le les, mmh, un des exemples peut-être poussés à l'extrême de ça, c'est, une citation qui est extraite d'un livre qui a été publié il y a quelque temps, en 2006, par, Graham, Thornycroft, qui est un psychiatre britannique, qui se questionne aussi beaucoup sur toute la problématique de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Et puis dans ce livre, hein, Chenille, qui veut dire être évité, hein, être fui, où il aborde les problématiques de stigmatisation et de discrimination, il cite la phrase d'un patient qui dit mais finalement je peux pas avoir de schizophrénie puisque je suis pas une personne violente. Donc on voit quel point finalement l'intégration des représentations négatives et la validation de ces représentations négatives pose problème après en termes de connaissances et surtout d'acceptation et de vivre avec la maladie. Ouais,
Ouais, alors, je suis navrée, c'est pas tout à fait la version que j'avais prévu de passer, mais peu importe. Hem, En quelques mots, le paradoxe de l'autostigmatisation. Patrice, si tu veux juste descendre, un petit peu. Voilà. Alors ça, de nouveau, ça a été bien décrit par les auteurs dont je vous parlais tout à l'heure, avec, ce qu'on appelle, le paradoxe de l'autostigmatisation. C'est-à-dire que, quand on regarde un petit peu la manière dont se construit l'autostigmatisation, il y a finalement 2 grandes thématiques. Il y a le fait d'appartenir et de s'identifier très fortement à un groupe, donc en l'occurrence au groupe de gens qui souffrent d'un trouble bipolaire. Et puis l'autre grande thématique, c'est le fait de sentir que le stigmate accolé à la bipolarité est légitime ou non. Et puis on voit qu'il y a des gens qui finalement, il y a quelques personnes qui se reconnaissent pas du tout dans la bipolarité, qui ont pas tellement ce sentiment d'appartenance. Et puis il y a quelques personnes comme ça qui sont totalement indifférents au stigmate, que ce soit au stigmate sociétal ou à l'autostigmatisation. Et puis par contre, quand les gens, bah voilà, s'emparent de ce diagnostic et de cette maladie et se reconnaissent effectivement, comme souffrant d'un trouble bipolaire, hem, on voit que voilà, ceux qui du coup perçoivent le stigmate comme illégitime vont plutôt avoir tendance à se positionner et à faire valoir ce que Corrigan et Watson appellent une juste colère, hein. Et c'est des pas mal d'actions qui peuvent être mises en place, notamment au travers, bah, de journées comme celle-ci, où on témoigne, et où les gens se positionnent. Et puis à l'inverse, il y a des gens qui vont, avoir le sentiment que le stigmate est tout à fait légitime. Et de nouveau, on vient sur l'acceptation et l'internalisation, hein, de cette stigmatisation. Et c'est là où on va avoir des gens qui vont avoir une baisse d'efficacité, une baisse d'estime de soi, un retrait social et finalement des difficultés à mener leur vie comme ils le souhaitent. Et à nouveau, pas du tout à cause de l'intensité de la maladie, simplement avec l'idée que ce qu'on peut dire d'eux est tout à fait légitime et que leur vie vaut peut-être pas la peine d'être vécue autant que des personnes qui souffriraient pas d'un trouble bipolaire. Donc finalement, ce processus peut arriver à ce que Corrigan et Watson appellent, l'effet, why try, hein, l'effet pourquoi essayer. C'est la diapositive qui est juste en dessous, Patrice, avec, l'idée que finalement les gens qui vont comme ça très fortement s'auto-stigmatiser vont se mettre en retrait puisqu'ils sont pas dignes, puisqu'ils sont pas intéressants, puisqu'ils sont pas fiables, et cetera. Et que le fait même d'être en retrait va ils vont se dire: ben voilà, donc ça va valider encore plus les stéréotypes initiaux, comme quoi ils sont pas à la hauteur, comme quoi ils savent pas, et ça va comme ça amplifier encore plus le phénomène d'autostigmatisation et ses conséquences. Quand on essaye de regarder un petit peu, au niveau des chiffres, hein, combien de personnes seraient concernées, par l'autostigmatisation, on estime qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui souffrent de troubles psychiques, enfin voilà, qui présenteraient une autostigmatisation, hem, avec cette difficulté que beaucoup de gens s'autostigmatisent mais n'en ont pas conscience. Parce que c'est un phénomène qui est tellement insidieux et les gens peuvent vivre avec depuis tellement d'années, hein, cette idée d'être un peu honteux, d'être un peu discrédité à cause de la maladie, qu'ils n'ont même pas tout à fait conscience de ce que c'est que l'autostigmatisation. Donc ces chiffres sont probablement un peu biaisés et un peu, voilà, un peu diminués par rapport au phénomène. On estimerait qu'il y a à peu près, voilà, qu'il y a 42% de gens avec une schizophrénie et puis 22% de personnes avec un trouble bipolaire. Mais encore une fois, c'est des chiffres qui sont probablement à voir un peu plus à la hausse à partir du moment où des gens n'ont même pas conscience qu'ils présentent des phénomènes d'autostigmatisation. Et puis ce qui est intéressant, c'est que l'autostigmatisation, finalement, est vraiment dépendante de la maladie en tant que telle et de la manière dont les gens, enfin, est vraiment dépendante des stéréotypes liés à la maladie et de la manière dont les gens les intègrent, et totalement indépendamment des facteurs sociodémographiques, que ce soit l'âge, le sexe, l'origine ethnique, le statut marital, la profession, le niveau socio-économique, etc. Donc voilà, même des gens bien intégrés, même des gens éduqués, qui ont fait des études, qui peuvent continuer à travailler, qui voilà, qui sont mariés, en couple, qui ont une famille, les hommes, enfin qui sont jeunes, âgés, enfin peu importe finalement, tout le monde peut souffrir d'autostigmatisation, indépendamment du parcours personnel de chacun.
Et puis moi, ce qui m'avait beaucoup interpellée, quand dans le suivi que j'ai de bah, voilà, avec certaines personnes notamment, c'est qu'assez naïvement, au début, j'avais quand même tendance à imaginer que cette autostigmatisation était plus présente si la maladie était plus bruyante, ou si les pertes à cause de la maladie étaient importantes, ou peut-être plutôt en début de parcours, et puis que les choses allaient en s'atténuant, à mesure que les gens prennent un peu leurs repères avec la maladie. Et puis en fait, je me suis aperçue en discutant avec plusieurs personnes pour qui la maladie était plutôt bien gérée. Il n'y avait pas eu d'hospitalisation depuis pas mal de temps. Il n'y avait pas de grosses difficultés au niveau familial ou dans les relations interpersonnelles. Enfin, voilà, j'avais l'impression assez naïvement que les choses allaient plutôt bien. Et en fait, les gens, malgré tout, restaient, je pense à une dame notamment, restaient très honteuses de cette maladie et s'empêchaient de faire des choses. Encore une fois, pas du tout à cause des symptômes, qui aurait pu l'empêcher d'avancer à certains moments, mais vraiment à cause de cette honte et de cette idée qu'elle n'était pas légitime ou pas digne de faire certaines choses. Donc cette tendance à s'auto-stigmatiser, elle persiste vraiment longtemps, et même au-delà, voilà, de l'euthymie chez des personnes stabilisées et je suis désolée pour la coquille orthographique, depuis plusieurs années. Avec des conséquences qui sont, importantes, hein, alors il y a des conséquences cliniques, à plusieurs niveaux, notamment au niveau des rechutes. On sait que les gens, qui s'auto-stigmatisent vont avoir plus de rechutes et notamment plus de rechutes dépressives, hein, et on le comprend assez bien quand on traîne en permanence avec soi un sentiment d'inefficacité, un sentiment de honte, un sentiment de discrédit, qu'on est marginalisé, qu'on perd son soutien familial, social, qu'on se met soi-même en marge parce qu'on se sent pas digne. On voit assez bien comment on peut glisser vers la dépression, avec des symptômes plus intenses et des hospitalisations plus fréquentes. Il y a aussi la retard à la mise en place d'un traitement et une moins bonne observance, avec l'idée que finalement, et on retombe un peu dans l'effet, à quoi bon, pourquoi essayer, hein, de Korrigan, de toute façon, à quoi bon me traiter, à quoi bon être régulier dans la prise de mes traitements, à quoi bon, à quoi ça sert, puisque de toute façon, je resterai toujours dans cet état avec une vie qui vaut pas la peine d'être vécue. Et du coup, des gens même qui hésitent, à accéder aux soins. Les conséquences personnelles, j'en ai déjà dit quelques mots, hein, avec notamment ce sentiment chronique de honte qui colle comme ça un peu à la peau, et puis avec des autocensures dans les projets de vie, dans des projets de vie aussi essentiels qu'être en couple, hein. Mais à quoi bon essayer d'aborder cette fille, ce garçon, et cetera? Qu'est-ce qu'il va penser quand je lui dirai que j'ai un trouble bipolaire? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que je suis digne d'avoir des enfants? Enfin voilà. Donc des gens qui vont, s'empêcher de mener leur vie comme ils le souhaiteraient, de nouveau à cause de cette honte et de ce sentiment d'indignité. Et puis des conséquences psychosociales, là encore, importantes, hein, en termes de retrait, d'inhibition, de chômage ou de sous-emploi, avec de nouveau les gens qui vont pas aller postuler à certaines offres, pas tant à cause de la maladie, mais plutôt à cause de sentiments qui sont pas dignes ou pas à la hauteur, ou que c'est pas pour eux, ou que ça, ils se sentiraient un peu en imposture par rapport à cet emploi. Et puis c'est un peu plus anecdotique, mais ça a été sorti, par quelques auteurs, des difficultés, socio-économiques et des difficultés à trouver un logement, voilà. Donc en tout cas des conséquences importantes, encore une fois pas liées à la maladie elle-même, mais liées vraiment à ce sentiment chronique de honte. Et puis peut-être, juste, voilà, un petit mot aussi par rapport au traitement médicamenteux et à l'autostigmatisation. Hem, il y a quelques études quantitatives qui ont montré finalement que les gens qui avaient, tendance à fortement s'autostigmatiser avaient une moins bonne observance médicamenteuse, hein. Je l'évoquais lors de la diapositive précédente, avec l'idée finalement, mais à quoi ça sert tout ça? À quoi bon prendre, mes médicaments tous les jours, l'antipsychotique, le lithium, l'antidépresseur, enfin tout ce qu'on peut imaginer. De toute façon, ma vie restera toujours une vie, un peu à minima, par rapport à d'autres. Dans une étude qualitative, hein, il y avait donc les études qualitatives, c'est des patients, voilà, qui sont interviewés, et puis on travaille vraiment sur les propos des personnes. Et puis un participant disait que finalement il avait, arrêté sa médication, pour cacher la maladie, à son partenaire. Parce qu'il avait honte et qu'il s'était dit que si son partenaire tombait sur son traitement, ça serait compliqué.
J'avais une patiente que j'ai suivie un petit moment, que je suis plus actuellement, qui a longtemps été traitée, par des paquines, enfin par, valproate de sodium en tout cas, donc l'antiépileptique, mais qu'on peut aussi donner dans le trouble bipolaire. Elle était pas très bien, elle le tolérait pas bien, puis elle était pas très bien stabilisée avec ce traitement. Plusieurs fois, on a discuté de la possibilité d'essayer le lithium. Et puis elle souhaitait pas le lithium, pas tant à cause des effets indésirables possibles, et cetera, mais parce qu'elle savait que le lithium était lié uniquement aux troubles bipolaires, alors qu'avec sa dépakine, elle pouvait éventuellement dire qu'elle souffrait d'épilepsie. Et que finalement, si quelqu'un venait chez elle et tombait sur sa boîte de médicaments, c'était peut-être plus simple pour elle d'avouer, c'était ce terme, hein, qu'elle souffrait d'épilepsie, alors que trouble bipolaire, c'était totalement impossible à dire. Donc on voit bien à quel point le tabou autour de la maladie, les enjeux de la divulgation et, et l'autostigmatisation peut être aussi médié par les traitements médicamenteux. Et puis il y a aussi l'idée finalement que les traitements sont peut-être moins efficaces quand on souffre, quand les gens sont très autostigmatisés. Mais effectivement, tout simplement parce que les traitements vont agir sur la maladie en tant que telle. Mais c'est pas tellement ça qui va donner un sens à la vie des gens. Donc ils sont essentiels, mais ils sont insuffisants pour que les gens puissent bah voilà, s'engager dans un processus de rétablissement et puis pouvoir mener leur vie comme ils l'entendent, avec le trouble bipolaire. Et puis il y a peut-être un dernier point hein, par rapport à la médication, avec l'idée du double stigmate. On le sait très bien en tant que psychiatre que malheureusement les traitements psychotropes qu'on prescrit ont de nombreux effets indésirables qui eux-mêmes vont générer eux-mêmes des stigmates. Hein. On sait que la plupart de nos traitements malheureusement font prendre du poids et que voilà, on sait très bien que les gens en surpoids ou que les gens gros sont des gens aussi fortement stigmatisés. Donc au poids du stigmate de la maladie mentale s'ajoute comme ça le stigmate lié aux effets indésirables, les tremblements aussi, la somnolence, hein, l'impression d'être zombifié, d'être ralenti, de pas être aussi agile ou vif d'esprit, les dyskinésies tardives, enfin voilà. Donc il y a cet effet de double stigmate au travers des effets indésirables médicamenteux. Et puis, il y a des auteurs qui ont récemment développé en 2015 le concept de medication stigma, avec l'idée voilà, qu'il y avait aussi quelque chose d'un peu plus spécifique à dire autour des médicaments. Et est-ce que quand je parle et quand je dis que je prends tel ou tel médicament, je suis à l'aise? Ou au contraire, est-ce que j'ai le sentiment d'être jugé par rapport à mes médicaments? Ou est-ce que je suis aussi très honteux et à tel point, comme la dame dont je parlais tout à l'heure, que je veux pas tel ou tel traitement, alors que c'est un traitement qui potentiellement pourrait m'aider. Donc ces enjeux-là, ils sont probablement aussi importants à discuter hein, quand on est professionnel avec les personnes qu'on suit, voilà, et pas s'arrêter uniquement à l'efficacité, les effets indésirables, mais aussi à comment les traitements médicamenteux peuvent participer à la construction de l'autostigmatisation. Patrice, est-ce que tu peux passer la dia suivante, s'il te plaît? Hop. Alors, la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est qu'il y a, voilà, depuis quelques années, et puis vous en aurez enfin voilà, une présentation tout à l'heure avec le docteur Julien Dubreuc, mais il y a de plus en plus de recherches qui est faite autour de l'autostigmatisation et surtout comment on peut aider et comment on peut prendre en charge les personnes et ce qu'on peut proposer aux personnes par rapport à l'autostigmatisation. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'une bonne alliance thérapeutique, elle est nécessaire, mais elle est insuffisante et qu'il faut être un peu plus proactif dans ce domaine. Il y a deux angles thérapeutiques. Hein. Enfin, le premier angle, c'est finalement de remettre en question les croyances et les attitudes véhiculées. Alors, en prise en charge comme ça, on va pas du tout discuter et on fait pas des, enfin voilà, on n'est pas sur la question de la stigmatisation publique et comment lutter contre la stigmatisation publique. On est surtout avec les patients en train de discuter sur comment on évite d'intégrer la stigmatisation publique. Et puis, l'autre gros point, c'est finalement d'accepter l'existence, mais pas l'acceptation en termes de résignation, surtout pas, parce que là, on ferait le jeu de l'autostigmatisation, mais de l'acceptation positive. Et oui, c'est comme ça, on souffre d'un trouble bipolaire, il va falloir faire avec, et ce, pendant de nombreuses années.
et comment malgré tout, on continue à avancer, à construire sa vie et à donner autant de valeur à sa vie que d'autres personnes qui ne souffriraient pas de troubles psychiques. Donc voilà, il y a plusieurs dans la littérature ces dernières années, on voit qu'il y a plusieurs prises en charge qui ont été proposées. Ouais, c'est la dia juste après. Patrice, s'il te plaît. Que ce soit des prises en charge individuelles, qui sont inspirées des thérapies cognitivo-comportementales, hein, notamment avec l'idée de travailler sur ces croyances erronées, puisqu'on peut se dire que les préjugés sont des croyances fausses et erronées, et puis qu'on peut apprendre à leur donner moins de poids, voire même à les invalider. Et puis, il y a beaucoup aussi de prises en charge groupales qui ont été proposées, initialement autour de la schizophrénie, et puis qui ont été élargies à d'autres troubles, et notamment aux troubles bipolaires. Et puis ça, Julien Dubreuc, je vous ai mis la référence de l'article en bas, mais vous en parlera en fin de matinée. Et puis peut-être un petit peu plus spécifiquement, dans l'unité, on s'est pas mal intéressé justement à cette problématique d'autostigmatisation. Voilà, en faisant le constat que finalement, donc d'une part que c'était quelque chose qui collait un peu à la peau des patients, et encore une fois, indépendamment de leur état thymique, indépendamment de leur parcours, et même si les gens ont l'air d'être plutôt stabilisés et de bien s'en sortir. Et puis du coup, on s'est demandé si cette autostigmatisation était comme ça un état un peu figé qui collait à la peau des patients, ou s'il y avait quelque chose d'un peu plus en termes de processus. Et puis on a mené une étude qualitative et non pas quantitative, excusez-moi pour la faute, où on a interviewé des personnes qui étaient tout à fait, enfin voilà, qui étaient d'accord de participer à cette étude, pour justement essayer de voir comment ils s'en sortaient par rapport à l'auto-stigmatisation, et s'il y avait un processus d'auto-déstigmatisation, voilà, comment on s'en sortait et si on restait pas englué comme ça dans cette honte et dans ce repli. Et puis du coup, on a pu mener quelques interviews auprès de patients avec des troubles de type bipolaire de type 1 ou de type 2. Euh, Voilà, donc en tout, il y a 22 personnes qui ont accepté de participer, voilà, avec un panel relativement équilibré. Et puis les résultats de cette étude nous ont montré que finalement, au travers de ce processus d'auto-déstigmatisation, et puis je pense que c'est ce dont vous parlera Frédéric juste après, il y a 6 thèmes qui sont importants et sur lesquels les gens comme ça ont pu avancer au cours de leur vie. Il y a la question du langage, la question des comportements, la question des relations interpersonnelles, du vécu personnel, une question un peu plus intime sur l'identité, et puis enfin un dernier axe sur le rapport aux soins. Et puis on a regardé un peu plus en détail justement comment au travers de ces 6 thèmes, les personnes avaient pu faire leur chemin. Alors je suis désolée, il y a une partie de la diapositive qui est en anglais, et vous voyez dans le thème langage, au début les gens disaient que c'était tabou. Ça c'est voilà, j'ai toujours essayé de le cacher, beaucoup, en parler, non, ce n'est pas possible. Et puis finalement, la plupart des gens font tout un cheminement avec les enjeux autour de la divulgation, hein, c'est ce qu'on appelle disclosure en anglais. À qui je le dis, comment, pourquoi, avec des fois l'idée de vouloir le dire à tout le monde, non mais il n'y a pas de raison, c'est pas honteux, puis après on est peut-être un petit peu plus nuancé, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle à la thématique du dialogue, avec des gens qui pouvaient dire que le fait d'en parler, finalement, ça crée des échanges, et que l'interlocuteur en face exprimait lui-même sa vulnérabilité, et que finalement on retombait sur des échanges intéressants, humains et chaleureux. Sur la dimension comportementale, de nouveau, on voit comme ça tout un processus avec initialement des gens qui se sont exclus, tout simplement avec cette idée d'indignité, hein, une dame qui pouvait dire bah voilà, c'est moi qui me suis finalement éloignée d'eux, qui me retire parce que bah oui, j'avais plus tellement envie d'être dans la société finalement, jusqu'à au bout du processus, le sentiment d'être pleinement dans l'humanité. Alors ça semble peut-être un peu naïf, mais c'était en tout cas ce que nous disaient les gens, c'est de se dire mais finalement ma vie a autant de valeur que n'importe quelle autre vie. Et c'est dans ce sens-là que la sensation, enfin
l'importance de l'appartenance à l'humanité était vécue, avec l'idée de se dire: «Bah, voilà, finalement, je suis un homme avec ses problèmes, ses joies, ses peines, comme tout un chacun. Voilà, juste un être humain, pas plus, mais surtout pas moins». Et puis il y avait la question après des relations aux autres, hein, des relationships, où au départ les gens ont peut-être peur, les proches peuvent avoir peur au début, et puis jusqu'à, voilà, pareil, chacun tâtonne un peu dans la relation jusqu'à pouvoir apporter un support plus actif, avec un père de famille qui disait que, voilà, que ses fils étaient maintenant attentifs et que s'ils ont un comportement normal, ils en discutent avec leur père, éventuellement ils en discutent avec les médecins, enfin selon un petit peu ce qui a été construit autour des soins. Mais on quitte comme ça la peur pour arriver sur quelque chose de plus constructif. Et puis par rapport aux 3 derniers thèmes, il y avait donc le thème aussi, hop, de l'expérience personnelle, émotionnelle, hein, avec au départ des gens, quand on leur annonce le diagnostic ou quand ils vivent une première décompensation, la peur de savoir qui ils sont, la peur de savoir qu'ils ont un trouble bipolaire, voilà, donc c'est souvent, la peur qui arrive, et puis après il y a tout un processus où les gens vont aussi se sentir coupables. Il y a aussi un moment, une notion de soulagement, surtout quand les gens tâtonnent pendant plusieurs années avant de qu'on puisse, enfin voilà, leur annoncer le diagnostic qui est pas une bonne nouvelle, mais c'est aussi, une manière de comprendre un peu ce qui se passe et puis de mettre en avant des soins, plus spécifiques. Une notion de révolte aussi, avec l'idée que finalement il n'y a plus à supporter tout ça, et ça fait écho à la notion de juste colère, hein, évoquée par Corrigan et Watson, jusqu'au fait de finalement de se refaire totalement confiance et de refaire des choses, voilà, de manière, totalement affirmée, sans surtout avoir à s'excuser de quoi que ce soit. Et oui, de pouvoir se mettre en colère sans que ça soit forcément un signe de haut, ou, oui, de pouvoir, pleurer une fois parce qu'on n'est pas bien et qu'on est triste, sans que ça soit un signe de bas. Enfin voilà, simplement, être soi, sans forcément que ça résonne en permanence avec la maladie. Ensuite, il y avait le thème de l'identité qui avait été abordé par les participants, avec au départ l'impression d'être une imposture, enfin d'avoir cette posture, voilà, qui serait pas honnête. Et ça, de nouveau, surtout quand les gens sont stables depuis très longtemps, il y a cette idée de se dire: «Mais s'ils savaient vraiment à qui ils avaient affaire, ils seraient pas comme ça», et l'impression que les gens, jouent un peu faux jeu. Jusqu'à avoir une identité très clairement positionnée, avec, l'idée de se dire: «Bah oui, j'ai un trouble bipolaire, mais je me réduis surtout pas à mon trouble bipolaire, et je suis aussi quelqu'un, qui a de l'humour, positif, des capacités». Enfin voilà, j'ai des valeurs, j'ai des choix, j'ai des actions, des qualités, des défauts, et je m'affirme en tant que tel. Et puis le dernier point, c'était le rapport aux soins, avec au départ, une soumission très forte dans les soins. Ça faisait écho, je crois, à ce que disait Patrice par rapport aux patients victimes. En tout cas, moi, ça résonnait comme ça en moi, avec une dame qui donnait l'exemple d'une hospitalisation où, quand elle recevait les traitements, elle devait tirer la langue pour bien montrer si elle avait pris ses médicaments. Hem, voilà, jusqu'à après, voilà, tout un cheminement, les gens qui peuvent arriver à une autonomie aussi par rapport aux soins, et des gens qui peuvent, par exemple, prendre les devants quand ils vont pas bien, pour se dire que, bah, voilà, que c'était peut-être dans le temps d'aller aux urgences, et cetera. Enfin bref, être acteur et actif dans ses soins, et justement pas être en position de soumission. Donc peut-être en quelques mots pour conclure, on on voit que l'autostigmatisation est quelque chose de, voilà, qui peut considérablement gêner les personnes, et coller à la peau des personnes, et empêcher comme ça la réalisation, bah, tout simplement de projets, ou de mener sa vie comme on l'entend, mais que finalement c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui est figé, et qu'il y a un processus qui s'enclenche assez naturellement par les gens. Qu'une bonne alliance thérapeutique est nécessaire, mais bien souvent insuffisante, et puis qu'il faut vraiment être un peu plus proactif pour que les gens prennent conscience, heu, bah, de ce phénomène d'autostigmatisation, et qu'ils puissent un peu avancer. C'est aussi le cas pour les soignants, hein, pour qu'ils puissent, eux, aller interroger, les personnes qui suivent par rapport à cette autostigmatisation, et puis les aider pour éviter justement que les choses soient trop figées, avec des prises en charge spécifiques qui vont être de plus en plus proposées. De nouveau, je suis désolée pour les fautes de frappe, mais autour de cette problématique, hem,
des prises en charge individuelles ou effectivement des prises en charge groupales qui vont être amenées à se développer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai simplement mis, en conclusion et je suis navrée d'avoir un peu dépassé pour le temps, une citation qui a été attribuée à Einstein, qui avait un fils qui souffrait probablement de schizophrénie, qui a longtemps été hospitalisé en Suisse quand Albert Einstein et lui est parti aux États-Unis. On le voit à gauche, hein, ce fils. Et voilà, Einstein disait: «Triste époque que celle où il est plus simple de désagréger un atome qu'un préjugé». Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, premièrement, plusieurs questions de Fanny Groussan. Je la cite. Bonjour, cette intervention me semble positive quant à l'approche humaine des patients. Il y a des groupes de discussion sur Internet, sur Facebook, qui permettent de constater ces faits. Pensez-vous que les groupes de parole puissent aider à avancer chacun sur l'autostigmatisation, prise de recul, comparaison? Et y aura-t-il des groupes d'échange, ateliers de travail dans chaque département dans quelques années? Alors, c'est un petit peu intime comme question, mais que pensez-vous de l'effet des groupes de parole vous-même, Hélène? Je pense que c'est essentiel que les gens aient des temps pour se retrouver et partager effectivement leur vécu, leur expérience. Donc, je pense qu'il y a fait, enfin voilà, la notion du soutien et du vécu et de l'expérience commune, à mon avis, est vraiment quelque chose d'essentiel, avec l'idée, voilà, de cette appartenance positive à un groupe. Et chacun a des parcours, chacun a une maladie, mais peu importe. L'idée, c'est vraiment le soutien et le vécu de quelque chose en commun. Donc effectivement, tout ce qui permet de mettre les gens en relation, que ce soit des groupes de parole, des groupes Facebook, WhatsApp, etc. On voit les plus jeunes, hein, notamment, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose d'essentiel pour les patients. Je pense que l'importance aussi avec tous ces nouveaux médias sociaux, si on les utilise bien, ça peut aider aussi. Alors on quitte un peu le domaine de l'autostigmatisation, mais ça peut aider en termes de déstigmatisation au niveau public, avec voilà, une manière de mieux faire connaître la maladie, sans la dédramatiser. C'est pas le but, ça reste une maladie qui peut être grave, mais en tout cas, voilà, de mieux la faire connaître et surtout de mieux faire connaître les gens qui vivent avec cette maladie. Et voilà, il y a de plus en plus de gens qui témoignent et je crois que ça va vraiment dans le bon sens. Après, la question plus spécifique des groupes, alors effectivement, les groupes thérapeutiques, il y a quelque chose au-delà de simplement du vécu et de l'expérience et du soutien. Il y a vraiment quelque chose avec des éléments de psychothérapie qui permettent de travailler un peu plus spécifiquement les problématiques d'affirmation de soi, les problématiques, bah, voilà, de donner plus de poids à certaines représentations négatives et moins de poids, des choses plus positives, enfin voilà, des choses un peu plus spécifiques qui enlèvent d'un travail psychothérapeutique groupal. Donc ça, mais Julien Dubreuil vous en parlera plus précisément tout à l'heure. Il y a ce fameux groupe NECT qui avait été développé par les anglo-saxons, qu'on a traduit avec Julien, donc pour avoir une collaboration côté en Suisse francophone et puis en France, avec l'idée, je sais qu'il y a plusieurs équipes françaises, il y a plusieurs centres, hein, qui participent à cette étude. Et c'est vrai que c'est une des prises en charge groupales. Il y en a d'autres, mais en tout cas, ce serait une des plus validées et qui serait, en tout cas, validée aussi en français maintenant, qui permettrait à chacun, voilà, de faire un travail un peu plus approfondi par rapport à cette problématique. Donc j'espère qu'effectivement, dans les années à venir, c'est quelque chose qui va s'implémenter voilà, de manière systématique ou presque dans les différents centres de soins ou en tout cas départements pour qu'on puisse avoir des endroits à qui adresser les personnes. Il y a une autre question de Charles Viriot, je dis son nom. Y a-t-il des psychiatres spécialistes en déstigmatisation? Est-ce un domaine de compétences reconnu? Non, alors il n'y a pas de psychiatre spécialiste. Ce qu'on voit dans le domaine de la psychiatrie sociale, c'est vraiment cette notion de rétablissement, hein, au sens large. Et là, on voit vraiment de plus en plus de, de, de gens et surtout une politique de soins qui s'inscrit dans le domaine du rétablissement. L'autostigmatisation peut voilà, finalement s'inscrire dans ce domaine. Il n'y a pas vraiment de psychiatre
dédié à cette, voilà, à cette problématique. Je pense surtout, enfin en tout cas je le vois moi à Genève et par rapport à ce qu'on peut enseigner aux internes ou aux jeunes chefs de clinique, qu'il y a un manque de formation et ça c'est aussi mais ça fait partie de notre travail à nous en tant qu'enseignants, de former nos jeunes collègues à cette problématique de l'autostigmatisation, et encore une fois, pas se laisser aveugler par, des gens où on a l'impression que ça va bien parce qu'ils sont stables. Non, c'est beaucoup plus insidieux, et c'est beaucoup plus douloureux que ça. Donc je pense qu'il y a encore un gros, gros travail, pour former nos jeunes collègues et pour que ça soit quelque chose qui soit abordé systématiquement dans les prises en charge avec le patient, au-delà de simplement de la prise médicamenteuse, de la stabilité clinique et cetera. Donc on a encore des efforts à fournir de ce côté-là. Bonjour Frédéric et merci d'être Ouais. là aujourd'hui. Alors, vous avez 51 ans, vous habitez dans le Morvan, vous êtes divorcé, père de 4 enfants et vous êtes entrepreneur. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. En fait, j'avais, 31 ans quand, les choses, se sont révélées. C'est-à-dire que j'ai fait une, dépression suite à un agrandissement, bâtiment et cetera. J'avais pas mal de stress et je suis allé voir un médecin de famille, un interniste, qui m'a prescrit des antidépresseurs pour me sortir de là. Donc j'ai suivi donc sa prescription. Donc ça m'a sorti de la dépression, mais ça m'a déclenché en fait un état d'excitation considérable, en fait une manie iatrogène que je n'ai absolument pas vu venir, parce que comme on le sait tous, c'est quelque chose qui arrive tout doucement et quand on s'en aperçoit, on est déjà les deux pieds dedans, quoi. Donc là encore une fois, j'ai eu de la chance. Mon médecin m'a envoyé chez un psychiatre. J'ai écouté. J'ai eu la possibilité de suivre ses conseils, ce qui n'était pas évident. Et ce psychiatre donc m'a parlé et à ce moment-là, il m'a expliqué les choses que cet antidépresseur m'avait déclenché donc cette phase et que j'étais vraisemblablement donc avec un trouble de l'humeur, quoi, un trouble bipolaire. Donc immédiatement, il m'a mis sous thymorégulateur. Et là, les choses ont commencé à se stabiliser. Et comment avez-vous réagi à ce diagnostic? Ben, c'est dur parce que quand on atterrit après un virage, Cognac et cetera, pas facile, hein. Et puis quand on commence à bien comprendre les tenants et les aboutissants, on est abasourdi au départ. On est tétanisé, quoi, on n'y croit pas. Et puis, au bout d'un moment, on est même obligé d'admettre qu'il y a quelque chose qu'il va falloir composer avec et on avance, gentiment on avance, on est, au début de la compréhension de l'affaire, donc plus on je dirais, on participe, à la compréhension de tout ça et plus on s'investit, meilleures sont les chances de vivre bien. Et comment ça s'est passé dans votre entreprise? Ça a dû poser des problèmes? Ben, dans mon entreprise, ça s'est pas trop mal passé parce que j'étais mon entreprise et j'avais une bonne équipe, avec laquelle, j'ai partagé, ben, ce qui m'arrivait. Donc ça a été dur pour eux évidemment, c'est compliqué pour l'entourage à vivre ça, mais bon, c'était quand même des gens bienveillants et on a mis une stratégie en place, pour que l'opérationnel soit géré avec une garde rapprochée et moi, et ben, je me gardais, les choses, je dirais plus essentielles, plus où ma valeur ajoutée était là et je me réservais, ben, des moments, pour prendre des rendez-vous où mon état de santé me permettait d'être au mieux de ma forme.
vous est-il arrivé, Frédéric, d'utiliser le côté positif du trouble? Bah, écoutez, avant le diagnostic, je le faisais, mais implicitement, sans le savoir. C'est-à-dire que quand j'avais beaucoup d'énergie, ça m'arrivait d'aller en centrale d'achat et effectivement, ça me donnait quand même beaucoup de capacité de conviction. Ça, c'est indéniable. Ensuite, après le diagnostic posé et thymorégulateur en place, ben, c'était différent. La stabilité était quand même plus régulière, même si on peut toujours avoir des états d'humeur un petit peu haut, un petit peu bas, mais globalement, j'étais quand même cadré. Après, c'était une autre affaire, c'était différent. J'avais tendance à avoir peur de ce qui pouvait arriver avec ce, ce traitement, ce diagnostic, etc. Donc, du coup, j'étais un petit peu comme je mettais beaucoup d'argent de côté, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire au niveau du résultat de l'entreprise, on le mettait dans la trésorerie pour renforcer les fonds propres, quoi. J'avais une peur, une hantise de ne pas faire face à mes engagements par rapport notamment à tout ce qu'on sait, les problèmes de prêt qu'on peut rencontrer, ce genre de choses. Quel rôle a joué l'environnement familial dans ce parcours? Ben, écoutez, c'était, je pense comme dans beaucoup d'histoires similaires, ils ont été très choqués de tout ça. Et puis, après, ben, on essaie d'expliquer tant bien que mal. On essaie de, d'emmener certains membres de la famille avec nous pour comprendre. Et puis, c'est pas facile. C'est très compliqué. Donc, moi, au bout d'un moment, ben, j'ai renoncé à essayer d'expliquer parce que je savais que de toute façon, j'étais devant un mur, quoi. Ça va comme ça? Aujourd'hui, vous êtes, stabilisé, voire rétabli, tant au plan professionnel qu'au plan personnel. Quel regard avez-vous vis-à-vis de cette expérience quand vous vous retournez sur votre parcours? Bah, écoutez, ce que j'ai comme regard, sur tout ça, c'est que quand on est touché par ça et que l'on apprend, on est complètement, abasourdi, vous l'avez dit. Et puis, après, au bout du compte, on s'aperçoit que cette, hypersensibilité, cette hyperémotivité nous donne une valeur ajoutée, nous permet, bah, d'avancer dans la vie, de rencontrer, des personnes, formidables et puis de gagner en compassion à l'égard de toutes les personnes touchées par notre pathologie et tout ce qui peut y avoir comme, autre pathologie. On est aussi, beaucoup plus chargé d'humilité. En traversant ça, heu, on est obligé ben, de se grandir et de voir, qu'on n'est pas seul, à se battre dans tout ça. Tous les gens de notre association, tous ces bénévoles, des groupes de parole, tous ces gens formidables, peuvent que nous grandir. Donc je peux vous dire que tout ce que j'en retire, c'est que je suis pas mécontent d'être bipolaire pour tout ce que ça m'a amené, comme sensibilité, compassion et humilité. Qu'avez-vous envie de dire aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, Frédéric? Ce que j'ai envie, de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est une épreuve, mais
que tout est possible avec le temps, que rien n'est figé, qu'on peut réussir et qu'au final, on peut même être heureux, voilà, et même être très heureux. Voilà mon message. Alors déjà, avant de passer peut-être aux questions, effectivement, des témoignages comme le docteur Hélène Charles Pourriel, qui indique bravo et merci pour cette prise de parole, Monsieur Grosbeau. Quelqu'un qui nous dit j'adhère complètement au message de Frédéric. Donc voilà. Donc quelqu'un qui pose la question, mais c'est vrai que Frédéric a répondu d'une certaine manière. Y a-t-il donc un rétablissement possible dans les troubles bipolaires? Bah, il me semble qu'il en témoigne et puis il n'est pas le seul, fort heureusement. Ouais, moi je Hélène. ah bah oui, 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 bien sûr et oui et 1000 fois oui, il y a un rétablissement possible. Il y a beaucoup de personnes qui en témoignent et indépendamment de l'intensité du trouble, j'ai envie de dire. Donc même des gens qui commencent, je pense à des patients plus jeunes, mais voilà, qui commencent avec des troubles sévères, de nombreuses hospitalisations, enfin pour qui on a l'impression qu'ils subissent beaucoup, beaucoup de pertes. Le chemin est ardu, le chemin est long, le chemin est parfois compliqué, mais oui, le rétablissement est possible. Et pour tous. Voilà. En tout cas, ça doit être vraiment l'objectif de tout un chacun pour les gens avec un trouble bipolaire. Alors, une question également qu'on voit souvent aussi dans les groupes de parole. Donc, lorsque l'on est atteint d'un trouble bipolaire et que l'on est chercheur d'emploi, est-ce qu'il faut faire état de sa maladie, hein, justement, parce que là, on est complètement dans la stigmatisation. Donc. Oui, alors ça, c'est un avis qui engage que moi. Enfin voilà, si d'autres personnes souhaitent s'exprimer sur le sujet, j'accepte volontiers. En tout cas, moi, quand j'en discute avec mes patients, typiquement, ça fait partie des enjeux de divulgation, ce qu'on appelle une divulgation différenciée, c'est-à-dire à qui on décide d'annoncer qu'on a un trouble bipolaire. Est-ce que c'est à des amis? Est-ce que c'est à la famille? Est-ce que voilà, et notamment, est-ce que c'est à son employeur ou est-ce que lors d'une recherche d'emploi, il faut en parler ou pas? J'ai envie de dire que chaque situation est assez individuelle, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on travaille, ça dépend du poste qu'on occupe, ça dépend des liens qu'on peut avoir avec l'employeur, donc ça dépend un peu. Quand on est en recherche d'emploi, malheureusement, on sait malgré tout, même si voilà, on essaye de faire avancer les choses à tout niveau, que ça reste effectivement un trouble méconnu, mal connu et très stigmatisé. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance, enfin, voilà, quand j'en discute avec les patients, les gens ont plutôt l'idée de ne pas l'annoncer lorsqu'ils sont à un entretien d'embauche. Se posent souvent un peu les mêmes questions par rapport à la banque, hein, quand on veut faire un prêt, etc. Qu'est-ce qu'on déclare ou pas voilà, donc de nouveau, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'il faut simplement que ça soit bien réfléchi et la divulgation, encore une fois, elle doit être différenciée parce que c'est effectivement un diagnostic qui malheureusement n'est pas neutre, ne provoque pas toujours beaucoup d'empathie ou de compréhension et peut provoquer surtout beaucoup de, enfin voilà, des attitudes comme ça, un peu d'inquiétude ou de retrait ou d'incompréhension. Donc, je ne sais pas si on peut répondre systématiquement par oui ou par non. En tout cas, il faut vraiment que les avantages et les conséquences soient pesés. Il n'y a rien qui oblige voilà, à dévoiler son état de santé. Ça reste des questions d'ordre personnel et confidentiel.